Nous commençons notre discussion du filtre adapté. Le filtre adapté est discuté dans le texte du score dans la section 3.2.2. J'ai présenté à date le récepteur linéaire d'échantillonnage comme solution. Voici un schéma en bloc pour ce récepteur. Nous avons discuté, étant donné qu'ils nous sont donnés cette structure d'un filtre suivi par un échantillonnage, de comment exploiter les statistiques du test, Z de T, pour avoir une bonne décision. Et nous avons discuté les règles de décision ou les stratégies de décision et nous sommes arrivés à cette comparaison avec une seuil. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire avec le filtre pour améliorer la performance du système? Donc, nous savons qu'après la sortie du filtre qui est échantillonné, l'échantillon aura une composante qui vient du signal et un deuxième composant qui vient du bruit. Donc, comment est-ce que nous allons choisir H de F? Mais une bonne stratégie serait de choisir un filtre qui va augmenter la contribution due au signal et qui va diminuer la partie de statistique du test qui vient du bruit. Donc, quel choix de H de T ou de H de F va améliorer le rapport signal à bruit, favoriser le signal, défavoriser le bruit. On commence avec une examination de la contribution venant du signal. Nous savons que la sortie du signal d'un filtre est la convolution du signal à l'entrée avec la réponse impulsionnelle. Et étant donné que nous avons un récepteur d'échantillonnage, nous allons échantillonner à un certain moment. Donc, on peut faire ce calcul de convolution dans le domaine temporel, mais nous savons que dans l'analyse de Fourier, nous avons la relation que F conjugaison avec G a un équivalent d'un signal qui avec une transformée de Fourier qui est le produit de F fois G dans le domaine fréquentiel. Donc, nous allons exploiter cette relation pour former une manière de calculer cette convolution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans le domaine temporel. Donc, je vais passer dans le domaine fréquentiel. Je vais faire le calcul de produit. Et après ça, je vais prendre le transformé de Fourier inverse. Et quand je prends le transformé de Fourier inverse, je vais arriver à la réponse ici. Donc, voici l'intégrale à évaluer pour le transformé de Fourier inverse. Nous avons à l'intérieur, donc la partie qui est le transformé de Fourier inverse, c'est l'intégrale et l'exponentielle complexe. À l'intérieur, ici, nous avons le produit. Et ce produit que nous cherchons, qui est la manière de calculer facilement cette convolution. Encore une fois, nous avons l'évaluation à t égale à t majuscule et la seule place dans cette intégrale qui arrive, le facteur t, est dans cette exponentielle complexe. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de simplement remplacer le petit t par une t majuscule. Donc, nous avons une représentation dans la forme d'une intégrale pour la contribution du signal. Et nous allons trouver ça très convivial pour chercher à comment maximiser le rapport signal à bruit. Donc, ça, c'est la contribution à la statistique du test venant du signal. Et si on veut la puissance instantanée due au signal, sera cette contribution aux statistiques du test au carré. Étant donné que ça peut être complexe, nous mettons le module au carré de cette intégrale. Maintenant, on tourne vers le bruit. Pour examiner le bruit, on va examiner la densité spectrale de puissance du bruit à la sortie d'un filtre. Donc, un système linéaire et invariant dans le temps avec une réponse en fréquence de H majuscule à F est supposé, c'est ça notre système, notre récepteur linéaire. Et la densité spectrale à l'entrée, supposons que c'est Gx de F. Donc, à la sortie, nous savons que la densité spectrale à la sortie va être la densité spectrale à l'entrée multipliée par le module au carré de la réponse en fréquence. Donc, ça, c'est un résultat
d'analyse de Fourier. Donc, dans nos cas, c'est quoi la densité spectrale à l'entrée? Nous supposons que nous avons un bruit additif gaussien, donc il est constant en fréquence. Donc, le Gx de f, c'est une constante, et nous donnons le N0 sur 2 comme la densité. Donc, c'est une calibration, si on veut, du niveau de bruit. Et c'est une certaine constante, nous allons l'appeler N0 sur 2. La densité spectrale à la sortie sera donc N0 sur 2, parce qu'il était constant, multiplié par la réponse en fréquence module carré. OK, donc nous avons maintenant une densité spectrale à la sortie. Et avec ces résultats, nous pouvons chercher la puissance moyenne de bruit à la sortie du filtre. Donc, densité spectrale de puissance à l'entrée, à la sortie, et pour chercher la puissance moyenne, nous allons faire l'intégrale de ces résultats. Donc, on cherche l'air sur la courbe. Donc, l'air sur la courbe, ça va être, je vais juste remplacer ici, N0 sur 2. Donc, nous avons l'intégrale de moins infini à infini du module au carré de h de f. Donc, on voit ici une intégrale dans le domaine fréquentiel pour la représentation de bruit et nous avons déjà trouvé une intégrale dans le domaine fréquentiel pour le signal. Donc, nous pouvons formuler le rapport signal à bruit. Donc, nous voulons choisir h de f pour maximiser le rapport signal à bruit. Juste avec l'intuition, on sait que plus que le signal est fort, moins qu'il y aura des erreurs de détection. Donc, il faut formuler maintenant le rapport signal à bruit. Donc, nous avons calculé c'était quoi la contribution du signal et c'est quoi la contribution de bruit. Donc, nous avons ce rapport et nous cherchons le h de f qui, en mettant dans ce rapport, va maximiser la valeur. Donc, comment est-ce que nous cherchons ça? Nous utilisons l'inégalité de Schwartz. Donc, l'inégalité de Schwartz est donnée ici en bleu. Si on prend n'importe quelle deux fonctions, quand on prend l'intégrale module carré de l'intégrale de G1 fois G2, on sait qu'il est borné par le produit des deux intégrales. Donc, ici, c'est l'intégrale de produit. Il est borné par l'intégrale de la première fonction module carré et l'intégrale de la deuxième fonction module carré. Et l'inégalité de Schwartz, nous disons qu'il y a cette borne, mais on atteint l'égalité dans la borne quand G1 est simplement une multiple de G2 conjugué. Donc ici, l'astérisque veut dire conjugué complexe. Donc, si le G2 est essentiellement une multiple de G1, cette fonction est maximisée. Donc, nous allons appliquer le rapport, nous allons appliquer l'inégalité de Schwartz au rapport de signal à bruit. Donc, ça, c'est le signal à bruit, ça, c'est l'inégalité de Schwartz. Donc, admettons que G1 est h de f et G2, donc j'ai le hf ici que je vais prendre comme le G2 et qu'est-ce qui reste dans l'intégrale au numérateur? C'est le facteur s de f et l'exponentielle complexe. Donc, je mets les deux ensemble pour la deuxième fonction G2. Avec ces définitions, nous pouvons avancer pour exploiter l'inégalité de Schwartz. Donc, le numérateur devient la partie à gauche de cette inégalité. Et nous pouvons voir que le premier facteur ici, c'est le dénominateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le dernier terme qui reste est cette intégrale de module carré de SF fois l'exponentielle complexe. Donc, ce troisième terme qui vient de l'inégalité, c'est relié juste au signal. Et on voit ici le module du produit du signal avec une exponentielle complexe. Mais le module de l'exponentielle complexe est juste 1. Donc, je sais que je peux complètement éliminer l'exponentielle complexe dans le module au carré. Donc, je mets finalement ce troisième terme est juste l'intégrale de moins infini à infini de module carré de SF qui
est l'équivalent de la puissance du signal. Donc, avec ces relations, maintenant, on peut les juste mettre dans l'inégalité de Schwartz. Et nous sommes presque arrivés à notre rapport signal à bruit. On a juste à changer les termes un peu. Nous allons diviser par l'intégrale carrée de h module carré. Donc, nous avons que ce rapport signal à bruit, presque le rapport signal à bruit. Il manque le facteur n0 sur 2. Donc, je peux mettre le n0 sur 2 sur les deux côtés de l'inégalité. Et je sais que si je veux maximiser ce rapport signal à bruit, ça va arriver quand le G1 est égal à G2 majuscule. Et on remarque ici, j'ai dit puissance tantôt, mais c'est plutôt l'énergie du signal qui est la borne. Donc, on peut le maximiser avec un bon choix de H de F, et le maximum va être déterminé par l'énergie du signal. Il ne va pas être déterminé par la forme exacte de S de F. Ce n'est pas important, la forme de S de F, ça entre en vigueur seulement pour l'énergie du signal. Donc, avec cette relation, nous avons que égalité, quand G1 est égal à G2 conjugué, ou avec un facteur constant. Donc, le filtre adapté, ça doit être H de F, qui est égal à le signal, transformé de Fourier de signal conjugué, multiplié par une exponentielle complexe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le filtre adapté. Pourquoi? Parce que le filtre au récepteur est adapté au signal qui est transmis. Donc la forme d'onde exacte du signal n'est pas important. Mais quand je vais choisir la forme du signal, il faut juste qu'au récepteur, j'utilise exactement la même forme pour la réception. Bien sûr, il y a le conjugué et il y a la multiplication par l'exponentielle complexe. Donc, on peut regarder ça dans le domaine temporel, par exemple. Et si je prends le transformé de Fourier inverse, quand j'ai une exponentielle complexe, ça introduit un délai dans le domaine temporel. Donc, essentiellement, quand j'ai un filtre adapté, je veux la même forme de signal, mais avec une flip vis-à-vis le temps. Par exemple, si j'ai une impulsion S de t, peut-être, mettons comme ça. Donc, ça va être plutôt une forme avec une réflexion. Donc, je fais le flip. Et il y a un délai, ça veut dire t égale à... Quand t égale à 0, c'est plutôt égal à t majuscule. Donc, la réponse impulsionnelle, c'est essentiellement la forme de l'impulsion envoyée avec une réflexion et un glissage. Et quand je l'écris de cette façon, bien sûr, j'ai fait l'hypothèse que S de t est égal à 0 hors l'intervalle d'un symbole. Donc maintenant, on retourne à notre forme de récepteur, le récepteur linéaire d'échantillonnage, et nous avons une solution maintenant pour la forme de cette filtre. Donc la réponse impulsionnelle sera juste la forme de l'onde envoyée, mais avec une réflexion vis-à-vis l'axe du temps. Donc, bien sûr, il y a une question parce qu'il n'y a pas un seul signal, mais supposons que c'est binaire, il y aura S0 et S1. Donc, je dis c'est adapté, mais adapté à lequel des deux possibilités? Et dans le cas MR, ça aura encore plus de choix. Mais regardons le choix binaire. Est-ce que nous devons le faire pour S1 de t, pour S2 de t? C'est quoi le bon filtre adapté? Adapté auquel signal? Mais finalement, la solution, c'est d'avoir deux récepteurs, au moins deux filtres.
Par exemple, je peux avoir le signal reçu et je peux le passer par une filtre qui est adaptée au signal 1 et l'autre filtre qui est adapté au signal pour la logique 0. Donc, logique 0, logique 1. Donc, à la sortie de ces deux filtres, je vais faire l'échantillonnage et je vais avoir finalement une statistique du test pour chacun des étages, si on veut, des branches pour la réception. Donc, après ça, nous pouvons choisir le plus grand. Parce que finalement, comparé avec le seuil ici, le seuil était le mi-point entre les deux moyens. Donc ici, ça va être un des moyennes, ici, ça va être l'autre moyenne, et lequel est le plus grand, c'est celui-là que nous allons choisir. Donc finalement, la forme de récepteur, ça peut être deux branches, deux statistiques du test, choisir le plus grand, mais il y a un équivalent de forme de ces deux branches. On peut le faire en une branche. On peut faire en une branche où j'ai un filtre équivalent et une statistique du test équivalent après l'échantillonnage. Donc, par exemple, H chapeau, ça va être H1 de T moins H0 de T. Donc, j'ai une réponse impulsionnelle dans la branche pour la logique 1 et une deuxième réponse impulsionnelle pour la branche de logique 0. Je forme la différence des deux et j'appelle ça mon filtre équivalent. À ce moment-là, quand je vais faire l'échantillonnage, étant donné que le filtrage est linéaire, essentiellement, j'arrive ici avec une statistique du test qui est la différence des deux statistiques du test ici s'il y avait deux branches indépendantes. Donc, à ce moment-là, de dire choisir le plus grand des deux, c'est l'équivalent de dire, regardons cette sortie statistique du test équivalent et choisir la logique 1 si elle est plus grande que 0 et bien sûr choisir la logique 0 si elle est plus petite que 0. L'hypothèse ici que les deux signaux sont d'énergie égale. Nous allons voir des détails plus tard pour comment faire des ajustements quand le signal n'est pas d'énergie égale et comment ajuster quand nous avons plus que 2, pas juste 2 ici. Mais le concept en général est le même. Nous allons adapter à la forme du signal qui est envoyé.